Donc bonsoir à tous. Donc Ramzi du collectif des citoyens souverains, donc que vous ne connaissez pas certainement. Donc c'est un collectif écologique et social qui n'est pas partisan, apartisan, qui ne se présente pas aux élections, qui défendait déjà avant les Gilets jaunes le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, le Frexit aussi. Alors nous, notre particularité, c'est qu'on le défend de manière ouverte, inclusive, non sectaire, sans citer personne. Et par exemple, sur la question des élections aux européennes, ce qu'on dit, c'est si vous voulez voter, si des personnes veulent voter, très bien, je ne vois pas l'intérêt de se perdre de l'énergie à se diviser entre soutien des Gilets jaunes sur cette question. Par contre, vous vous souvenez, une des revendications qui ont émané dès le départ du mouvement, c'est qu'on ne veut plus confier notre pouvoir à des élus qui après font n'importe quoi. Donc ce qu'il faut, c'est qu'en fait, les personnes qui votent, elles demandent à leurs candidats, au fait, les 12 000 € par mois que touche un député européen, tu vas les garder ou alors tu vas te payer au salaire médian. Et tous les privilèges des députés, et c'est possible, et c'est faisable, et la transformation de la société passera au moment où on dira, quand on met un bulletin pour une personne, c'est pour qu'il devienne un porte-parole, un mandataire. Et à ce moment-là, les élections reprennent tout leur sens. Et donc, ce qu'a dit tout à l'heure Christophe, ne pas faire un référendum anti-Macron, je pense qu'il veut dire ne pas voter contre. Et en fait, c'est ça, il faut apprendre à voter pour. Moi, je n'ai pas participé au Front républicain contre Macron, contre Le Pen, pardon, c'était en 2017, lapsus révélateur. Oui, parce qu'on le change. Voilà. Et donc, moi, je ne fais pas de Front républicain, mais voilà, il faut voter pour ceux en quoi on croit. Et il faut voter pour des porte-paroles, des mandataires qui vont appliquer leur programme. Donc moi, je remercie le mouvement du 17 novembre de m'avoir invité, bien qu'ils n'étant pas totalement sur leur position, justement pour permettre ce débat, pour permettre cet enrichissement. Et voilà, de la même manière, et ça pourrait faire l'objet d'un débat, j'ai entendu dans la présentation de Félix l'idée qu'on met les questions économiques et sociales en numéro 1. Pourquoi pas, mais il faut bien préciser de quoi on parle. Parce que pour moi, par exemple, quand on parle des produits toxiques, des produits cancérigènes comme le glyphosate, bah, ça fait partie des questions sociales. Et donc, ça doit être une des priorités. Et il y a... Je dis pas le contraire, mais voilà, et pareil, quand on parle des violences policières, c'est-à-dire de gens qui meurent sous les coups de la police, et ça a commencé avant le mouvement des Gilets jaunes. Vous savez que les quartiers populaires ont été les premières victimes, les laboratoires de ces violences policières. Tout cela, ça fait partie des combats sociaux que nous devons porter en priorité, et sur lesquels, en fait, il n'y a pas de raison de se diviser, puisque nous allons dans le même sens. Donc, l'Union européenne, on a eu un bel exposé par Michel, moi je la résume grosso modo dans l'idée de la libre circulation des marchandises et des capitaux. Et donc qu'est-ce que ça veut dire la libre circulation des marchandises et des capitaux? Ça veut dire que si vous voulez interdire le glyphosate, comme même Emmanuel Macron l'avait promis dans son programme, ben dans votre pays vous ne pouvez pas, puisque vous êtes obligé de continuer à accepter les produits toxiques des autres pays. Donc vous ne pouvez pas mener de politique écologique, vous ne pouvez pas faire de relocalisation de l'économie dans un marché unique. C'est simplement incompatible. Et c'est ça le problème fondamental, selon moi, de l'Union européenne. Et je vais même aller plus loin. Pour moi, c'est le problème même de l'idée d'un projet européen. L'idée d'un projet européen, ça veut dire qu'on se met avec des pays, on va se forcer à avoir une monnaie unique, alors qu'on sait très bien que l'euro, il est surévalué pour certains pays, sous-évalué pour d'autres. Il le sera toujours. Aujourd'hui, il est plutôt en faveur de l'Allemagne. Demain, il sera peut-être en faveur d'un autre pays. Et la majorité des pays souffrent toujours de l'euro. Pourquoi se forcer à avoir une diplomatie unique? Les pays de l'Europe de l'Est ont un problème avec la Russie, du fait de leur histoire. Pourquoi nous, la France, on devrait se forcer à avoir une armée européenne dont on sait, dont il a été dit, qu'elle sera utilisée face à la Russie ou face à la Chine? Et de manière générale, en fait, pourquoi se forcer à avoir des mêmes normes alors que nous sommes des peuples différents? Pourquoi se forcer à avoir les mêmes lois? Chaque peuple peut avoir ses propres lois et coopérer avec les autres peuples. Donc c'est tout simplement ça, la démocratie. Et l'idée même d'un projet européen qui serait au-dessus des peuples est antidémocratique dans son fondement même. C'est ce que j'explique dans mon livre « Quittons l'Europe », et donc non pas seulement quitter l'Union européenne, mais quitter même l'idée qu'il faudrait avoir un projet au-dessus des peuples et au-dessus des nations. Alors, on va me dire, oui, mais comment fait-on? Comment fait-on pour convaincre les gens? Eh bien, il faut partir de choses très concrètes. Le glyphosate, les produits toxiques, ou la question sociale, la question des salaires, la question de la renationalisation des services publics. Toutes ces choses-là sont incompatibles avec les traités européens. Et donc on va faire la démonstration, on va le montrer. On aimerait bien que notre mouvement aboutisse à minima à ce qu'on obtienne un référendum d'initiative citoyenne. Alors ça va être très difficile, il ne faut pas se le cacher, on nous vendra certainement des faux référendums d'initiative citoyenne,
Vous avez vu que là, il y a une campagne qui va être en cours pour s'opposer à la privatisation d'ADP, des aéroports. Et là, vous allez voir, la Commission européenne va montrer les crocs. Elle va dire, attention, ce n'est pas compatible avec nos règles de la concurrence. Et c'est là qu'on va pouvoir faire la démonstration par A plus B que si on veut sortir de l'Union européenne, ce n'est pas par fétichisme ou par obsession, c'est simplement pour pouvoir mener à bien notre politique. C'est tout. Et ça veut dire que si un jour, je l'espère, un porte-parole est élu dans ce pays, donc pour l'instant on n'a pas ça de porte-parole, peut-être qu'on arrivera à trouver des porte-paroles, c'est pas forcément ce qui manque. Ce qui manque pour l'instant c'est l'organisation, la structuration qui permet d'arriver à ce système. Et bien qu'est-ce qu'aura à dire ce porte-parole? Je suis mandaté pour interdire des produits toxiques comme le glyphosate, je suis mandaté pour sauver les services publics, pour réinjecter de l'argent dans les hôpitaux, dans les écoles, quitte à devoir bafouer les critères des 3%. Je suis mandaté pour pouvoir faire du protectionnisme solidaire, c'est-à-dire pouvoir imposer des normes sociales, sanitaires et environnementales aux frontières du territoire. Eh bien, je le ferai quoi qu'il arrive. Et s'il faut sortir de l'Union européenne pour ça, il n'y a pas à se cacher derrière le petit doigt. On le fait et il n'y a pas à avoir peur de le faire. Il existe des plans, des économistes qui ont travaillé sur le retour au franc, qui ont travaillé sur le retour aux frontières nationales. Alors que je précise, pour moi, ce sont des frontières économiques. C'est ça pour moi qui me pose problème avec l'Union européenne, c'est la libre circulation des marchandises et des capitaux. Ça se fait. Il y a des articles de presse, il y a des études détaillées, chiffrées. C'est tout à fait possible. Et on le soumet à référendum, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si un pouvoir issu des Gilets jaunes, un mandataire issu des Gilets jaunes arrive au pouvoir, tout de suite, il va y avoir des réactions des marchés financiers. Dès le soir même, il va y avoir tout de suite des attaques. Et donc ça veut dire que dès la première heure, il faut réinstaurer un contrôle des capitaux. Et ça veut déjà dire, de facto, sortir de l'Union européenne. Donc on n'a pas le temps de passer 2 ans dans l'article 50, puisque je rappelle que déclencher l'article 50, c'est-à-dire vouloir sortir par la manière que nous imposent les traités européens, l'article 50, et ça je crois que le Pardem et d'autres le disent très bien, c'est un piège. Et on le voit très bien au Royaume-Uni. Ça veut dire que pendant 2 ans, et pendant toute la durée des négociations, on serait piégé. Il faut sortir immédiatement pour mener un mandat, pour appliquer un mandat très précis, une question sociale très précise, une question écologique très précise, et aller jusqu'au bout. Et ne pas avoir peur de la confrontation. Et toujours rappeler que si on sort, ce n'est pas pour se mettre à dos les autres pays. Et si vous réfléchissez bien, ce qui en réalité est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus néfaste, c'est le projet de vouloir à tout prix changer l'Europe, à vouloir à tout prix imposer aux autres pays des politiques qui nous seraient favorables. Mais si un pays ne souhaite pas interdire le glyphosate sur son sol, si un pays ne souhaite pas avoir de SMIC, puisque on dit c'est le SMIC européen qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait? On le force? Ou alors on attend l'unanimité des 28 pays pour le faire nous-mêmes sur notre sol? Ça, on peut le décliner pour toutes les questions sociales, toutes les questions écologiques. Si on doit attendre l'autorisation de 28 pays pour le faire, ce n'est pas une bonne chose. Si on doit instaurer une règle de la majorité pour imposer les peuples qui ne veulent pas à mener une politique, même la politique la plus progressiste, la plus sociale possible, on ne peut pas l'imposer à un peuple contre son gré. Et c'est là que, je le répète, l'idéal européen, même avec d'autres traités, même en changeant les traités, est foncièrement antidémocratique, car il fait fi de la volonté des peuples qui, aujourd'hui, de facto, sont organisés à l'échelle des nations. Alors, ce qui nous amène à la question de savoir ce qu'on entend par la nation. Car, évidemment, si nous revendiquons notre souveraineté monétaire, si on dit qu'on ne veut plus de l'euro, il faut aussi se rappeler que l'État français, plus exactement même la bourgeoisie française, qui moi ne me représente pas, cette bourgeoisie française, elle impose une monnaie aux anciennes colonies africaines. Elle impose le franc CFA. Un franc CFA qui du coup se retrouve arrimé à l'euro. Donc si nous on revendique notre souveraineté monétaire, eh ben, c'est tout à fait logique de dire qu'on va aussi rendre la souveraineté monétaire aux pays dominés par la bourgeoisie française et l'État français. Et donc en fait, voilà, ça va de pair. La souveraineté, elle est pour tout le monde ou elle n'est pour personne. Et ce n'est certainement pas mettre en avant le capitalisme français ou l'impérialisme français qui, je le répète, moi ne me représente pas. Alors comment arriver à ça? Comment gagner? Comment arriver ce projet, ou peut-être une autre version du projet, puisque de toute façon c'est ça qui sera choisi par la majorité de la population.
on a ce formidable mouvement des Gilets jaunes, et là je pense qu'il faut le dire clairement, en fait, ce qui fait la richesse de ce mouvement, c'est la diversité de sa composition. Alors notamment sur les questions de souveraineté, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des conceptions différentes, mais qui peuvent peut-être, et c'est justement le pari que je fais, réussir à converger. On a tout d'abord une conception de la souveraineté, qui est plutôt celle de la souveraineté des États-nations, une souveraineté dont certains d'ailleurs revendiquent le modèle de De Gaulle, donc de l'indépendance nationale. Donc un modèle qui, sur certains points, évidemment, peut donner envie quand on considère par exemple que c'est la sortie du commandement intégré de l'OTAN ou une diplomatie non alignée. Mais aussi un modèle qui prône sur les questions sociales un compromis entre le capital et le travail. Alors un compromis qui évidemment serait meilleur qu'aujourd'hui, mais qui selon moi ne va pas fonctionner car le capital en fait aujourd'hui est trop puissant. Mais essayons déjà de revenir à la situation antérieure, avant la libéralisation, avant la privatisation de tous les services publics, et nous allons voir où est l'obstacle. Mais qui par ailleurs, de l'autre côté, se retrouve avec une autre conception de la souveraineté, plutôt une souveraineté populaire, une souveraineté qui vient d'en bas. Alors on parle même dans certains ronds-points, pas dans tous, mais dans certains ronds-points de municipalisme libertaire, et notamment à l'Assemblée des Assemblées, de Saint-Nazaire et de Commercy. Et ça, c'est une composante qui existe véritablement, c'est une composante qui ne se sent pas représentée par les partis politiques, qui ne se sent pas représentée par les systèmes actuels, et qui nous a fait beaucoup de bien, quand elle nous explique justement qu'il faut distinguer l'élection du vote, quand elle nous explique qu'il faut enfin avoir des porte-paroles et des mandataires, quand elle insiste qu'il ne faut pas fétichiser l'État, quand elle insiste sur toutes les questions anticapitalistes, antiracistes, antisexistes. Ça fait partie aussi du combat des Gilets jaunes. Et c'est ça qui fait la richesse des Gilets jaunes, c'est de réussir à mélanger ces combats. Et je parle, moi, dans mon ouvrage, d'un souverainisme inclusif. Qu'est-ce qu'un souverainisme inclusif? Une souveraineté populaire et inclusive qui permette enfin d'assurer le pouvoir du peuple, le contrôle politique par le peuple sur ses représentants ou alors sur ses lois directement par le référendum d'initiative citoyenne, mais qui, évidemment, soit toujours respectueux des libertés individuelles, respectueux des droits des minorités, et justement ne se laisse pas entraîner dans la caricature que veulent faire nos ennemis, la caricature, finalement, qui la sert. Cette caricature qui voudrait qu'on définisse l'appartenance à la nation française par l'identité, par la culture, par des frontières, alors qu'en réalité, quand on regarde historiquement, ce qui fait la richesse et la force de la conception de la nationalité française qui a été portée notamment durant la Révolution française, c'est cet apport, et c'est de dire que toute personne qui vit ici participe de cette nation. Dans le mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas demandé l'origine aux gens, on n'a pas demandé s'ils avaient leur papier d'identité, on a tous convergé sur un but commun qui est de renverser cette oligarchie, de refuser les divisions qui nous ont été imposées par les médias. Il faut vraiment voir toute la merde que les médias nous ont mis dans la tête depuis des années. On a refusé cette division pour ce combat commun. Et là, je voudrais notamment rendre hommage au comité Adama, qui a soutenu dès les premiers instants les Gilets jaunes, le comité Vérité et Justice pour Adama, un jeune habitant des quartiers populaires qui avait été tué par la police à un moment donné dans l'indifférence générale, car beaucoup de gens pensaient finalement que la police républicaine, on pouvait lui faire confiance. La police républicaine déjà de Sarkozy, de Valls, de Macron. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y avait un problème par rapport à ça. On se rend compte qu'on a laissé se nourrir en France un appareil d'État, un État qui est faible face aux forces de l'argent, qui est faible face aux traités européens, mais qui par contre, quand il s'agit de nous tirer dessus, quand il s'agit de nous mater, là il est fort. Et finalement, ce qu'on voudrait, cette position qu'on recherche, c'est le contraire. C'est un État qui soit capable d'être fort face à l'argent, qui soit capable d'enfin assurer ses promesses sur les services publics, mais qui laisse les gens vivre en paix, qui arrête de tirer sur les manifestants, qui arrête de vouloir nous interdire tout ce qu'on fait, et qui arrête d'aller dans le sens de la division permanente entre les uns et les autres. Et c'est pourquoi, finalement, pour conclure, pour moi, la meilleure manière de réussir à réaliser les promesses des Gilets jaunes, c'est vraiment de rester sur des revendications très concrètes, questions écologiques et sociales autour du salaire, autour de notre santé, autour des services publics,
et d'aller jusqu'au bout dans la défense de ces objectifs, quoi qu'il arrive. S'il faut sortir, on sort. S'il faut changer de constitution, on change de constitution. Nous sommes le peuple et nous pouvons aller jusqu'au bout et nous devrons aller jusqu'au bout pour défendre ce que nous pensons être l'intérêt général et le bien commun. Merci.